Si tout le monde m'entend bien, effectivement, nous allons démarrer. Donc, bonjour Christelle Massadé-Raison. Je suis conseillère emploi formation à Uniformation. Donc, Uniformation, c'est l'organisme qui collecte les fonds et qui accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, on appelle OPCO, opérateur de compétences. Et j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire qui sera consacré à la formation professionnelle. Donc, comme vous l'a dit Evguinia, n'hésitez pas à interagir au fil de l'eau, hein, via la conversation et il y a 6 parties en tout, hein. Donc je m'arrêterai à la fin de chaque partie pour pouvoir recueillir vos questions si vous en avez ou vos éventuelles remarques. Alors je vais partager mon écran. Vous pourrez me dire s'il est bien visible. Il était déjà partagé, Christelle. Ah, pardon, autant pour moi. Il me joue des tours, alors, mon ordinateur. J'espère qu'il va vite s'arrêter. Hop. Alors, je recommence. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon support? Oui. Oui, parfait, Oui. très bien. Donc, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, hein, ce webinaire sera consacré donc à la formation professionnelle continue, qui est un véritable levier pour optimiser donc votre plan de développement des compétences. Et je vous présenterai également les dispositifs employeurs auxquels vous avez accès. Donc, rassurez-vous, hein, ma présentation, elle est générique. Donc, si vous n'êtes pas rattaché à l'OPCO Uniformation, ce que je vais vous dire, c'est valable vraiment, quel que soit l'opérateur de compétences auquel vous êtes rattaché. Peut-être que ce serait intéressant d'ailleurs dans la conversation que vous puissiez m'indiquer le nom de votre structure et peut-être si vous avez connaissance de votre co, de sorte que je vois un peu qui est autour de l'écran. Merci par avance. Donc, je vous propose le sommaire suivant. Hein. D'abord, une définition du plan de développement des compétences depuis la dernière réforme qui date de septembre 2018. Ensuite, comment recueillir et identifier les besoins en formation, comment ensuite les formaliser, les prioriser et les budgétiser, puisque c'est important, une fois que vous les avez identifiés, de pouvoir savoir comment les mettre en œuvre. Nous allons également évoquer donc les bonnes pratiques sur le plan de développement des compétences. En tout cas, je vais vous partager les bonnes pratiques au vu donc, des accompagnements que nous menons auprès des différentes entreprises. La consultation du CSE, du comité social économique qui est nécessaire, notamment pour les structures de plus de 11, et aussi l'évaluation des formations qui est importante de mettre en œuvre une fois que l'action est terminée afin de garantir l'opérationnalité ou en tout cas l'efficacité de la formation qui a été réalisée. Si ce sommaire vous convient, je vous propose de démarrer par la définition du plan de développement des compétences. Donc, depuis la réforme votée en septembre, le 5 septembre 2018, il faut savoir que le plan, ce que l'on appelait auparavant le plan de formation, est devenu le plan de développement des compétences. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'outil de pilotage de votre politique formation qui vous permet en tant qu'employeur de répondre à un certain nombre d'obligations et notamment celle de maintenir l'employabilité de vos salariés. Donc, permettre à vos salariés d'avoir les compétences et les connaissances requises pour pouvoir tenir le poste de travail, mais aussi voilà, l'adaptation de ces salariés tout au long de leur carrière au sein de votre structure et ailleurs pour que les conditions de travail soient les meilleures possibles. Donc, dans ce plan de développement des compétences, vous allez pouvoir répertorier l'ensemble des actions de formation. Nous allons voir ce que l'on entend par action de formation que vous prévoyez de mettre en œuvre sur une année ou sur plusieurs années. Donc, c'est un plan qui peut être annuel ou pluriannuel. Et il est indispensable, en tout cas fortement conseillé, pour répondre à un certain nombre d'obligations juridiques, notamment pour ce qui concerne les structures qui ont un effectif de plus de 11 salariés en équivalent temps plein. Dans le Code du travail, vous n'allez pas retrouver de définition précise du plan de développement des compétences, ni de formalisme particulier, mais moi je vais vous en proposer un que vous pourrez récupérer directement sur le support, vous le verrez tout à l'heure. Mais sachez que c'est un document qui permet de structurer l'ensemble des formations que vous avez prévues et au-delà
de lister des actions de formation. Cela vous permet vraiment d'avoir toutes les données relatives au bon déroulé et au contenu de la formation. Mais là aussi, nous allons entrer dans les détails très, très bientôt. Le plan de développement des compétences ainsi que l'action de formation ont été revus avec cette réforme de la formation de septembre que j'évoquais au préalable, avec une définition de l'action qui a été revue et qui se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Donc, lorsque vous faites partir en formation vos collaborateurs, il faut vraiment avoir cette optique en tête de pouvoir leur permettre d'acquérir des compétences dans un but d'avoir un objectif professionnel pour que eux, ils sachent pourquoi ils partent en formation et que vous, que ça s'inscrive dans le cadre d'un projet, d'une mission que vous allez leur allouer. Donc, cette action de formation peut se dérouler sous le temps de travail, en partie en dehors du temps de travail, hein, il y a des conditions. Vous pouvez la réaliser à distance, en présentiel et aussi en situation de travail. Donc, ce qu'on appelle la FEST, c'est le fait de mettre en place un parcours de formation où la situation de travail est valorisée en même temps. Donc, la personne est à son poste de travail, elle veut acquérir une compétence bien spécifique, vous pouvez formaliser, il y a tout un cadre à respecter, mais vous pouvez le formaliser de sorte que cette personne puisse être en formation pendant ce temps-là, mais tout en étant à son poste de travail. J'ai un peu anticipé la suite dans la partie qui se trouve à droite concernant les prises en charge, mais c'est important tout de même de savoir qu'une action de formation, c'est une action qui peut être courte ou qui peut être longue. Donc, ce que nous, en tant qu'OPCO, nous allons pouvoir prendre en charge sous les financements des fonds de la formation, c'est donc des actions de formation qui sont éligibles. Donc, il y a tout un tas d'éléments à faire apparaître dans le programme de formation que vous choisissez, donc le contenu pédagogique, les objectifs pédagogiques et professionnels visés, la durée de la formation, le formateur, quelles sont les compétences qu'il a, de sorte que l'on puisse étudier l'éligibilité de cette action de formation. L'apprentissage fait partie aussi des actions de formation que vous pouvez intégrer dans votre plan de développement des compétences et qui sont l'apprentissage est considéré, le parcours est considéré comme une action de formation. Les bilans de compétences également, qui peuvent être mis en place pour permettre aux salariés de faire un point sur ses aptitudes personnelles, professionnelles en vue d'un projet qu'ils souhaitent mettre en place, professionnel ou de formation. Et la VAE, la validation des acquis de l'expérience, fait partie aussi d'une action dite de formation. À côté de cela, vous avez des parcours qui ne sont pas considérés comme étant du transfert de compétences, mais il s'agit plus d'information. Donc, les colloques, les séminaires, c'est de l'information. Donc, ce n'est pas considéré comme une action de formation. Tout ce qui a trait à la sécurité, nous allons revenir tout à l'heure, qui est lié à une obligation que l'employeur a de former ses salariés à ces questions-là, n'est pas éligible au fond de la formation. Et les formations dispensées par un organisme non certifié Calliope, là aussi nous allons revenir dessus. Alors, la formation peut être éligible, pour autant, si l'organisme n'est pas référencé Calliope, il n'y a pas la possibilité d'obtenir des financements via votre OPCO. Donc, c'est important que vous ayez ces éléments en tête, mais nous allons y revenir tout à l'heure. Je vous ai parlé donc de l'action de formation. Il faut savoir qu'il y a deux types de formation. Il y a ce que l'on appelle les formations obligatoires, on l'a rapidement vu tout à l'heure avec l'exemple de la sécurité, et des formations non obligatoires. Donc la formation obligatoire, qu'est-ce que c'est? C'est une formation qui est définie dans une convention internationale ou dans une disposition légale ou réglementaire de votre convention, par exemple, et qui précise que cette formation conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction. Donc, sans cette formation, il n'est pas possible pour la personne de pouvoir tenir son poste de travail. Cette formation, donc, elle est dite obligatoire et elle relève donc de l'obligation de l'employeur, ce qui sous-entend
que la prise en charge par l'OPCO, le financement de l'OPCO ne peut pas intervenir pour ce type de formation. Donc, la plus connue, c'est la formation incendie-sécurité, où souvent, les OPCO ne vont pas prendre en charge cette formation pour ces raisons-là. Après, toutes les autres actions de formation, quelqu'un qui est comptable et qui souhaite se former sur un logiciel de comptabilité, cette formation va être considérée comme une formation dite non obligatoire et donc éligible au fonds de l'OPCO. Donc, bien avoir en tête cette distinction, et notamment sur votre plan de développement des compétences. Alors, vous pourriez tout à fait indiquer, si je reprends l'exemple de la sécurité, cette formation sur votre plan. Pour autant, au niveau du financement, vous n'allez pas pouvoir obtenir de prise en charge de la part de l'OPCO. Sur cette partie, sur le plan de développement des compétences, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des précisions que vous souhaiteriez que je vous apporte? Ou tout est clair pour le moment? Alors juste, par rapport à ta question tout à l'heure, sur les OPCO parmi nos connectés du jour. Les OPCO, on a Acto Oui, et l'OPCO 2i. oui, l'OPCO Voilà, 2i, d'accord. voilà. Très bien, parfait. Merci pour ce complément. Alors, s'il n'y a pas de questions, de réactions, je vais poursuivre. Excuse-moi, et Oui, Atlas. Atlas aussi, Voilà, parfait, navrée. très bien. Bon, c'est déjà rassurant que vous connaissiez vos OPCO parce que parfois, je suis amenée à animer un certain nombre de réunions et mes interlocuteurs ne sont pas toujours au fait quant à ce que c'est déjà que l'OPCO et encore moins à savoir s'ils ils connaissent leur OPCO ou pas. Donc, c'est déjà très bien que vous l'ayez identifié. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais passer à la partie 2 et vous pourrez de toute façon me poser des questions sur celle-ci, mais sur la précédente également. Il y a une Sur le re question, ah, Christelle, excuse-moi. Est-ce vas-y, que je le t'en prie. document de suivi que vous allez transmettre est conforme aux exigences ISO 9001 et 14001 dans le cadre des audits? Alors, je ne connais les prérogatives de ces audits, donc je ne vais pas pouvoir répondre là dans l'immédiat, mais je peux me renseigner. En tous les cas, si vous évoquez le modèle de plan de développement des compétences que je vais vous soumettre, c'est un modèle qui a été élaboré par l'OPCO. Au vu donc des éléments, moi je vous parlais de tout à l'heure, il n'y a pas de formalisme particulier dans le droit du travail. Donc, ça me surprend effectivement que dans ces normes, on vous indique peut-être on vous demande qu'il y ait des rubriques spécifiques, mais pas forcément un modèle type. Donc, j'aurais tendance à vous dire, celui-là, il est transverse. À vous ensuite de l'adapter. Mais peut-être la personne qui a posé la question, est-ce que vous pouvez apporter des précisions ou N'hésitez pas à ouvrir votre micro, hein. oui, directement. Non, je pourrais de toute façon me renseigner sur ces normes, mais je n'ai pas connaissance d'une corrélation entre les normes et le plan dans la mesure où il n'y a pas de formalisme dans le code du travail. OK. Merci. Alors, de Apparemment, rien. tu as répondu et juste un dernier OPCO qui nous est, cité, c'est EP. L'OPCO EP, oui, ah oui, 2i et EP, très bien, Voilà. parfait. Merci beaucoup. Alors, mes slides sont figés. Alors, si je reviens en arrière, peut-être que ça va mieux fonctionner. Alors, excusez-moi, petit problème technique, a priori. Hop, oula, alors, je vais le faire comme ça, à la main. Est-ce que vous voyez la numéro 2 Oui, actuellement? tout à fait, Et maintenant la suivante? tout à fait. Parfait, très bien. Je vais la faire à la main. Oui, donc je vous évoquais tout à l'heure les actions de formation. Avant d'arriver à parler d'actions de formation, il est d'abord nécessaire d'évoquer la question du besoin en formation, puisque c'est le besoin qui va se traduire ensuite en action de formation. Donc, dans vos entreprises, vous avez des collaborateurs avec qui vous travaillez, qui ont des besoins différents, hein, selon voilà, ce qu'ils sont, leur profil, selon aussi les missions qu'ils ont à accomplir au sein d'un service, au sein d'une équipe avec des besoins spécifiques.
ou selon, de manière plus large, les besoins de l'entreprise, la stratégie pardon, que souhaite mettre en place votre entreprise. Donc, vous devez partir de cette information-là, hein, de vos objectifs, d'un projet de fusion qui va s'opérer, d'un projet de développement qui va se mettre en place, pour connaître finalement quels sont les besoins que vous aurez, in fine, pour ensuite pouvoir les traduire en actions de formation. Donc ces besoins, hein, c'est sur du court, du moyen ou du long terme, selon les projets, selon les problématiques qui vont s'imposer à vous. Donc la stratégie RH de l'entreprise est indispensable à connaître pour pouvoir ensuite décliner les besoins que vous avez, que vous souhaitez mettre en place, et donc ces actions de formation qui seront ensuite répertoriées dans votre plan de développement des compétences. Bon, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, hein, vous avez un projet de développement dans votre structure, la mise en place de nouveaux logiciels, la fusion avec une structure, avec des postes en doublon qui vont se poser, avec des missions qui vont devoir être déployées, des missions différentes par rapport à ce que vous mettiez en place jusqu'à maintenant. Tout cela va se traduire en objectifs de pédagogique, de formation, de développement pour votre structure. Et donc, vous allez devoir faire l'inventaire des compétences que vous avez au sein de votre structure. Donc, selon les profils, selon les catégories socio-professionnelles, les postes au sein de votre structure, vous allez devoir vous poser la question de savoir, par rapport à l'instant T, ce que vous avez et où vous souhaitez aller. Donc, c'est le fameux écart que vous allez devoir mesurer pour pouvoir ensuite traduire tout cela en besoins, en compétences, pour maintenir l'efficacité, la performance et le développement de votre structure. Alors pour cela, vous avez différents moyens pour y répondre, hein. Vous pouvez avoir accès au recrutement externe. Vous n'avez pas la main-d'œuvre en interne pour pouvoir répondre à un besoin ou à une mission qui s'impose à vous. Vous pouvez faire appel à des personnes, des professionnels en externe. Vous avez la possibilité aussi de faire de la mobilité interne, faire monter en compétence des salariés qui sont favorables à cette évolution pour pouvoir les faire évoluer et occuper des missions ou des postes nouveaux ou des postes qui évoluent. Mais vous avez également ce fameux levier via la formation et donc au travers du plan de développement des compétences pour pouvoir outiller vos collaborateurs et leur permettre d'être mieux à leur poste ou de mieux s'emparer des missions qu'ils vont devoir accomplir ultérieurement. Alors, j'ai toujours mon problème de changement. Donc, je vous évoquais tout à l'heure l'objectif du plan de développement des compétences qui était l'adaptation au poste ou l'évolution professionnelle. Donc, ça, c'est l'objectif que vous avez en ligne de mire, avec des compétences donc, détenues par des collaborateurs, des compétences à acquérir sur un poste actuel ou sur un poste futur, donc le fameux écart des besoins, et qui donc se traduisent donc, en besoin de formation avec des moyens que vous allez mettre en place pour pouvoir les couvrir. Et donc, ces besoins-là, vous pouvez les identifier par différents biais. Par des entretiens informels. Voilà, un salarié vient vous voir, vous fait une demande, par exemple, et vous dites, tiens, ça peut être intéressant de pouvoir retenir ce besoin, cette demande, au vu donc de ce qui va se passer au sein de votre structure. Mais il y a deux autres propositions, deux autres cadres que vous pouvez mettre en place, alors, dont un qui est obligatoire, qui est l'entretien professionnel, qui est à mettre en place tous les 2 ans. Et cet entretien professionnel, il permet notamment aux salariés d'envisager les perspectives d'évolution professionnelle au sein de votre structure ou peut-être aussi ailleurs. Ça peut arriver. Et donc, c'est un moyen d'identifier les besoins, ces besoins en formation. Donc, c'est un échange entre vous
et votre salarié, mais on est vraiment sur les perspectives d'évolution professionnelle de la personne. Alors que, donc obligatoire tous les 2 ans, alors que l'entretien annuel, lui, il est là pour définir des objectifs de travail, évaluer le travail, la performance du collaborateur et aussi aborder les perspectives professionnelles de formation, de progression salariale, etc. Donc ces 2 temps d'échange, l'entretien annuel n'étant pas obligatoire mais conseillé, et l'entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans, ces 2 temps sont aussi des espaces au cours duquel vous allez donner de l'information à votre collaborateur, les objectifs de la structure, peut-être des écarts que vous voyez entre les missions et ce que lui, c'est sur quoi il s'investit. Mais c'est aussi un échange pour un moyen pour le salarié de faire part de doléances qu'il pourrait avoir sur des évolutions professionnelles, et donc l'entretien professionnel est là pour cela. Avec, si vous les mettez en place, ces 2 types d'entretien, il faut bien les distinguer. Même si vous les faites, imaginons que vous vous disiez pendant 1 heure, je vais recevoir un collaborateur, c'est important que vous fassiez 2 temps distincts pour l'entretien annuel et pour l'entretien professionnel, puisque c'est vraiment 2 démarches particulières. Avec l'entretien professionnel, par exemple, qui, même s'il est obligatoire, le collaborateur peut très bien vous dire ben moi, je ne souhaite pas échanger avec vous sur ces perspectives professionnelles, et auquel cas, il va falloir quand même acter, lui faire signer un document comme quoi vous l'avez bien reçu. Il n'a certes pas accepté de dévoiler ses projets, mais pour autant, vous lui avez donné l'occasion d'avoir ce cadre pour pouvoir s'exprimer. Sur cette partie numéro 2, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Alors juste pour compléter, on a un autre OPCO qui a été cité, Okapiat, je ne sais pas comment. Okapia, oui, d'accord. Parfait. Okapia. Très bien. Merci, Evguenia. Nous allons poursuivre alors sur la partie 3. Sur la formalisation, la priorisation et la budgétisation de ce plan de développement des compétences. Donc, sur ce slide, on vous a fait une cartographie de l'ensemble des points et des questions que vous devez vous poser pour pouvoir bien baliser et avoir une représentation exhaustive de ce dont vous avez besoin pour alimenter votre plan de développement des compétences. Donc, la première question à laquelle vous devez répondre, c'est qui est concerné par ce besoin en formation? Est-ce qu'il s'agit d'un service complet? Est-ce qu'il s'agit d'une direction complète? Est-ce qu'il s'agit d'un salarié en particulier? Puisque là aussi, selon qu'il s'agit d'une personne ou de plusieurs personnes, le coût ne sera pas le même, la logistique ne sera pas la même, etc. Donc, qui est concerné? C'est important de bien l'identifier. Pendant combien de temps? C'est un salarié qui va partir en formation, donc qui sera absent de son poste de travail pendant un certain temps. Donc, il est bien évidemment nécessaire de bien trouver l'équilibre entre le temps de formation et le temps de travail, notamment s'il y a des missions, des urgences, enfin des impératifs auxquels vous ne pouvez pas déroger. Donc, la durée de la formation est importante. Est-ce que nous sommes sur une formation courte? Et puis, selon aussi la compétence à acquérir. Est-ce que cette personne, au vu donc de son diplôme, de son parcours, elle a juste besoin d'une piqûre de rappel, ou est-ce que c'est nécessaire qu'elle parte pour vraiment approfondir une compétence? Donc, la durée est importante et il est important de se la poser. Donc, quelles sont les compétences attendues? Voilà. Donc, j'occupe un poste de comptable, je souhaite, du fait d'une fusion, occuper un poste en ressources humaines, quelles sont les compétences attendues et comment la formation peut me permettre d'y remédier? Comment donc, selon quelle modalité pédagogique? Donc nous allons en parler tout à l'heure, mais c'est important d'adapter la modalité pédagogique au profil de la personne. Tout le monde n'apprécie pas forcément d'être en formation à distance ou en présentiel, etc. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Par qui va dispenser
l'action de formation. Un prestataire, est-ce que ce sera en interne, etc. Donc, où se déroule l'action? Est-ce qu'elle se déroule au sein, dans les locaux de votre structure, à l'extérieur? Est-ce que cela nécessite peut-être de se déplacer, etc. Donc, c'est autant de questions à se poser pour connaître et évaluer le coût de la formation. Donc, quand on parle de coût, on parle du coût pédagogique, d'abord, puisque les OPCO financent prioritairement des coûts liés à une action de formation, mais également des frais annexes et des coûts salariaux, puisque lorsque votre salarié n'est pas en poste, il continue à percevoir son salaire et donc ça continue à vous coûter de l'argent. Et donc, toutes ces informations vont vous permettre ensuite de pouvoir avoir une idée exhaustive du coût, du coût total du plan de développement des compétences, qui est un outil qui est prévisionnel. En début d'année, on vous conseille plutôt en fin d'année de réfléchir à tout ça, puisque les entretiens annuels ont lieu plutôt entre octobre et décembre, les entretiens annuels ou les entretiens professionnels. Et l'idée, c'est dès le début de l'année ou fin d'année, nous soumettre ce plan de développement des compétences, de sorte que nous puissions, en tant qu'OPCO, vous accompagner, vous indiquer quels sont les accompagnements auxquels vous avez accès, les dispositifs que vous pouvez solliciter au vu des critères qui sont en vigueur au sein de chacun de vos OPCO. Parce que je pense qu'à une formation comme ailleurs, les critères changent d'une année à une autre. Donc, c'est nécessaire à chaque fois prendre contact, prendre attache auprès de vos OPCO afin de connaître les règles en vigueur. Une fois donc que vous vous êtes posé les différentes questions précédentes que l'on a vues ensemble, vous avez donc votre plan, votre tableau de bord. Donc ici, sur le lien surligné, vous avez un modèle de plan de développement des compétences que vous pourrez, si on a un peu de temps, on pourra le regarder ensemble. Mais globalement, vous allez y retrouver donc l'intitulé de la formation prévue. Il est important quand même, si vous avez des CDD, des CDI, que l'on connaisse la nature des contrats qui sont concernés. Alors, pour les CDD notamment, bien prévoir, si vous avez cette optique de former des CDD, bien prévoir que la formation soit bien pendant le temps où il sera en CDD dans votre structure, par exemple. Ça, c'est important de l'anticiper. Le volume de salariés formés, hein, je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit d'une formation à l'échelle d'un service, d'une direction, de l'entreprise globale ou d'un salarié? La modalité pédagogique, présentielle, distancielle, quel est le choix que vous faites? Les dates et les échéances prévisionnelles, donc là aussi, c'est important que vous puissiez, auprès du prestataire de formation, connaître les dates de formation proposées, pour que vous puissiez aussi organiser votre activité en parallèle. Donc, les coûts, nous les avons vus, les coûts pédagogiques, les frais annexes, les rémunérations, et donc ces fameux dispositifs de formation ou de financement auxquels vous avez accès pour que votre budget soit optimisé et avec peut-être des arbitrages que vous serez amené à faire, puisque si vous n'avez pas le budget, même avec la participation de l'OPCO, pour pouvoir financer l'intégralité de ces formations, vous ne pouvez pas mener à bien votre plan par rapport à l'échéance que vous vous êtes donnée. Donc, je vous évoquais tout à l'heure les différentes modalités de formation, hein. Donc, nous avons les formations externes, donc en intra ou en inter-entreprise. En intra-entreprise, c'est une entreprise qui fait appel à un prestataire. Le prestataire se déplace au sein des locaux de la structure pour former les salariés, c'est ce que l'on appelle de l'intra-entreprise. De l'inter-entreprise, c'est un de vos salariés qui part en formation dans un organisme lambda et qui se retrouve avec d'autres salariés d'autres structures. Mais vous avez aussi la possibilité de faire de la formation interne. Donc, vous avez au sein de vous avez identifié un besoin, vous avez une ou plusieurs personnes en tant que salarié qui a la compétence et qui peut transmettre ce savoir à ses collègues. C'est ce qu'on appelle de la formation interne. Il faut savoir que les fonds de la formation permettent de financer ce type de parcours de formation, à condition, bien évidemment, que vous vous mettiez à la place d'un prestataire, enfin, vous nous donniez de l'information et du contenu
au même titre qu'un prestataire, c'est-à-dire un programme de formation avec les contenus pédagogiques, les objectifs de la formation, les évaluations qui sont faites in fine, etc. Donc vraiment, il y a un formalisme à mettre en place, même si c'est de la formation interne. Et au niveau du devis, vous allez valoriser le coût chargé du formateur, de la personne qui intervient, son coût horaire chargé, fois la durée de la formation, et c'est ce qui représentera le coût que vous allez valoriser pour l'action de formation auprès de l'OPCO. Alors que la formation externe, vous allez pouvoir valoriser des frais d'ingénierie, peut-être de la location de salle et d'autres choses, en plus du coût pédagogique. Donc les frais annexes, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il s'agit de l'hébergement, la restauration, les transports, donc tous les frais générés par cette formation. Donc c'est là où c'est important de pouvoir faire les bons choix pour optimiser votre budget, puisque si vous faites une formation sur site, pardon, donc dans vos locaux, ben, vous n'aurez pas d'hébergement, vous n'aurez pas de restauration ou très peu, et les transports, ben, les déplacements sont déjà intégrés puisque les gens viennent au travail. Donc vous pouvez aussi diminuer la charge selon la modalité que vous allez choisir. Christelle, excuse-moi, il y a une Oui, petite question dans le bien chat. sûr. Je Eh ben, te la lis. on arrivait à la fin de la troisième partie, donc c'est très bien. Alors, mais du coup, en interne, on n'est pas organisme de formation Calliope. Oui, oui, alors c'est une bonne remarque. La certification Calliope, alors j'en ai parlé tout à l'heure, même si je vais en parler plus tard, je profite pour le faire maintenant. Donc depuis 2014, le législateur, donc l'État, les services de l'État, ont imposé une norme qualité en matière de formation pour pouvoir assurer le financement de parcours de formation. C'est ce qu'on appelait en 2014 Datadoc, qui était ce référencement qualité auquel devaient répondre tous les prestataires qui souhaitaient, d'ailleurs c'est encore valable, qui souhaitent, mais Datadoc ayant disparu, on va le mettre au passé, qui souhaitaient donc recevoir des fonds de la part de l'État, de la région, des OPCO qui gèrent des fonds publics, etc. Suite à la réforme de septembre 2018, Datadoc a disparu pour laisser place à Calliope. Donc Calliope a rajouté un certain nombre de règles complémentaires à Datadoc, et donc c'est aujourd'hui ce référencement qui est en vigueur, Calliope, quel que soit donc l'organisme, je dis bien, qui souhaite financer des formations via les fonds publics. S'il n'y a pas d'intervention de fonds publics, il n'y a pas nécessité d'être Calliope. Ça, c'est une première chose. Pour répondre à votre question sur la formation interne, nous ne demandons pas le référencement Calliope puisque nous n'avons pas affaire à un prestataire. C'est un salarié d'une structure. Donc moi, par exemple, je suis salarié d'Uniformation. J'ai une compétence en droit, par exemple, que je souhaiterais dispenser à mes collègues. Donc je formalise un contenu que je dispense à mes collègues et je demande le financement à mon OPCO pour le budget, mais pour autant, je ne suis pas organisme de formation. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas la nécessité d'être Calliope. Est-ce que j'ai répondu à la question? Apparemment, oui. Merci. Parfait. Alors, c'est important aussi que je précise qu'un plan de développement des compétences ne peut pas reposer que sur de la formation interne. L'idée pour nous, c'est, alors ce sont des fonds publics, ce sont des fonds mutualisés que nous gérons avec la nécessité pour nous de pouvoir rendre ces fonds accessibles à tous et non pas assurer de l'autofinancement auprès de telle ou telle structure. Donc du coup, que vous fassiez de la formation interne, c'est très bien, mais tout votre plan de formation ne peut pas reposer que sur de la formation interne, même si vous avez la main-d'œuvre en interne, puisque clairement l'OPCO ne va pas en tout cas accepter de financer tout un plan uniquement sur de la formation interne. Ce qui est valable aussi pour les prestataires. Un organisme, une structure qui ne passe que par un seul organisme pour pouvoir financer tout son plan de développement des compétences, là aussi, sachez que l'OPCO peut y mettre un frein
une réserve pour les raisons que je viens de vous évoquer, pour des questions déontologiques, d'équité, etc. Donc, ayez bien cela en tête. Donc, oui, pour la formation interne, mais il est important de diversifier aussi ces modalités. Je vous propose de passer à la partie 4 sur la mise en œuvre du plan de développement des compétences. Donc, nous avons déjà dit pas mal de choses. Au niveau des prestataires que vous allez sélectionner. Donc, je suis bien consciente que parmi vous, il doit y avoir des petites structures, mais il peut y avoir aussi des structures plus importantes avec une organisation en interne qui n'est pas celle de structures importantes avec un service RH, un service formation, etc. Donc, selon la typologie de vos structures, et quelle que soit, j'aurais tendance à dire, la typologie de votre structure, il est important quand même de mettre en place une politique achat en matière de formation. Donc, bien connaître le marché ou apprendre à connaître le marché de la formation. Donc, pour cela, vous pouvez vous appuyer sur vos OPCO, les OPCO peuvent vous accompagner sur ces aspects-là. Puisque lorsque vous allez vous lancer, ou c'est déjà peut-être votre cas, dans une recherche de prestataires, vous allez voir qu'il en existe un certain nombre, hein, malgré le référencement Calliope, dans tous les secteurs, dans toutes les régions, etc. Donc vous allez bien évidemment soit vous appuyer sur des prestataires avec lesquels vous travaillez déjà pour pouvoir mettre en place vos actions de formation, soit vous allez faire appel à peut-être votre réseau, ou faire appel ou aller sur Internet tout simplement pour trouver des prestataires et trouver la thématique qui vous convient. Mais c'est important, voilà, d'avoir cette connaissance du marché pour pouvoir faire vos choix et optimiser justement votre budget, puisque les prestataires, chacun applique des coûts horaires différents, des tarifs différents. Donc, bien évidemment, plus le tarif est important, plus ça a une incidence sur votre budget ou sur la prise en charge de locaux. Donc, ça, c'est important de le faire. Choisir un organisme de formation certifié Calliope, nous l'avons vu tout à l'heure, puisque c'est une norme, une certification qui s'impose depuis janvier 2022 avec les informations que je vous ai données tout à l'heure et qui ne sont valables que si vous souhaitez qu'il y ait une prise en charge de la part de l'OPCO. Si vous avez un budget propre en interne, par exemple, si vous avez cette chance, hein, tout le monde ne l'a pas, d'avoir un budget propre, ben sachez que l'organisme de formation avec lequel vous allez travailler, sans intermédiaire OPCO ou autre, ben peut ne pas être Calliope. Et donc, négociez aussi vos tarifs. L'organisme va vous proposer un tarif. Selon qu'il y ait une personne ou plusieurs personnes, ben vous pouvez tout à fait négocier le montant qui va être retenu, là aussi dans un but d'optimiser et de diminuer un maximum les financements pour vous. Je vous évoquais tout à l'heure la nécessité d'adapter la modalité pédagogique selon le profil de vos collaborateurs. Moi, je suis souvent, alors j'accompagne beaucoup de structures hein, de l'économie sociale et solidaire. J'interviens spécifiquement en Seine-et-Marne et souvent je me rends compte que certains salariés, et parfois des employeurs directement, me disent que la formation n'a pas été efficiente, n'a pas été le contenu n'était pas au rendez-vous ou la modalité n'a pas convenu. C'est important de pouvoir questionner les collaborateurs sur la modalité qui convient le mieux. Alors, il ne s'agit pas, bien évidemment, de répondre aux besoins de tout le monde, hein, mais si vous avez une action de formation, imaginons que vous ayez une formation collective à mettre en place et que vous sachiez que vos collaborateurs, ils sont plutôt friands de la formation à distance, bah, peut-être réfractaire à la formation à distance, vaut mieux peut-être éviter cette modalité-là pour éviter qu'il y ait des insatisfaits, par exemple. Donc, réfléchissez à cela aussi. La formation à distance permet de gagner du temps, pas de transport, etc. Tout le monde n'est pas forcément équipé au niveau informatique et cette modalité peut ne pas convenir au plus grand nombre. Donc, ayez vraiment cela en tête et cela peut effectivement être déterminant
au niveau dans la réussite ou pas de l'action de formation. Nous avons évoqué l'inter-entreprise, la formation interne, je ne veux pas revenir dessus. Si vous êtes rattaché à une fédération ou à un réseau, il est important de prendre attache auprès de ce réseau pour déjà mutualiser des besoins, parce que vous, en tant que structure attachée à ce réseau, vous pourriez avoir des besoins identiques à d'autres. Donc, il peut y avoir de la mutualisation qui peut être mise en place, voire parfois des catalogues de formation, une offre de formation clé en main proposée par ce réseau qui peut venir alléger votre plan de développement des compétences, en tout cas financièrement parlant, dans la mesure où le catalogue est déjà préfinancé, et donc ça ne nécessite pas de votre part d'avoir à dépenser, à avoir en tous les cas une ressource supplémentaire pour pouvoir financer cette formation. Échanger avec vos pairs, dirigeants, RH, responsables formation, puisque là aussi, ils peuvent avoir des informations à vous transmettre pour venir enrichir justement vos informations et vous permettre peut-être de gagner du temps sur des thématiques ou sur des modalités ou même sur la connaissance des acteurs de la formation, notamment au niveau des prestataires. Vous avez donc bien évidemment les OPCO qui sont à votre disposition selon les branches professionnelles auxquelles vous êtes rattachés et selon les règles propres à chaque OPCO. Là, ce n'est pas nous qui faisons qui déterminons les critères et les orientations. Je vous parlais tout à l'heure des acteurs de la formation plus en détail, mais il faut savoir que les OPCO ont une dotation et le montant de la dotation ne dépend pas de nous, mais de France Compétences, mais on va revenir dessus tout à l'heure. Toujours est-il que c'est un levier intéressant à activer, le financement des OPCO, puisque là aussi, il y a des plans de formation qui sont entièrement financés par l'intermédiaire de la formation professionnelle. Donc, c'est important de bien l'avoir en tête. Donc, avec des dispositifs de formation auxquels vous avez accès, alors, il y en a un certain nombre, donc vous les voyez listés ici, selon qu'il s'agisse d'une initiative de l'employeur ou du salarié, avec le plan de développement des compétences qui est à la fois l'outil, le tableau de bord dont je vais vous parler, mais c'est également un dispositif de formation, le plan de développement des compétences, qui est alimenté par des fonds légaux, puisqu'en tant que structure avec au moins un salarié, vous versez des cotisations de 0,55% ou de 1% de votre masse salariale à l'URSSAF depuis 2022 pour financer les fonds de la formation. Vous pourriez avoir aussi une cotisation conventionnelle si vous êtes rattaché à une convention collective et à une cotisation volontaire si vous souhaitez confier à l'OPCO un montant supérieur à ce à quoi vous êtes astreint. Donc, ce versement vous donne accès à des fonds mutualisés, à des catalogues de formation, à des actions collectives territoriales, des actions que vous pouvez mutualiser, mais également à un budget formation selon les OPCO. Donc, vérifiez auprès de votre OPCO ce à quoi vous avez accès. Vous avez donc tout le volet alternance, avec les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage, la PROA, qui est un dispositif de l'alternance qui permet à des personnes en poste de pouvoir avoir des fonds pour pouvoir se former. Donc, ce sont des modalités que vous pouvez activer et mettre en avant dans votre plan de développement des compétences. Nous avons un dispositif qui est plus en lien avec les demandeurs d'emploi, ce qu'on appelle la POEI, la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle ou collective. C'est vraiment un axe pour des demandeurs d'emploi qui souhaitent se former et ensuite être intégrés à des structures telles que la vôtre. Sachez que il y a ce biais-là, notamment pour pallier à des problématiques de recrutement. Et au niveau salarié, donc vous avez des dispositifs que le salarié peut solliciter directement dans le cadre de reconversion professionnelle, le projet de transition professionnelle avec l'association Transition Pro, le CPF, le compte personnel de formation, qui est un dispositif qui n'est pas nouveau, avec un compteur que chacun peut activer, géré par la Caisse des dépôts et qui là vous permet d'avoir accès à des formations, mais c'est vraiment le salarié qui peut activer tout cela, mais cela peut se faire de manière co-construite avec l'employeur.
J'évoquais tout à l'heure les acteurs de la formation. Je vous ai mis ce slide pour que vous puissiez vous familiariser avec le nom de ces acteurs-là, mais surtout savoir que depuis la dernière réforme de septembre 2018, c'est France Compétences qui est l'organisme en charge de tout le système de formation en France. Donc France Compétences gère toutes les questions liées à la qualité, au financement, aux certifications. Donc, les fonds passent par France Compétences et ensuite sont redistribués à différents opérateurs, la Caisse des dépôts pour le CPF, l'État pour le PIC, donc c'est le plan d'investissement compétences, c'est pour des demandeurs d'emploi, l'opérateur de compétences, donc les OPCO, sur le volet plan de développement des compétences et alternance que l'on vient de voir tout à l'heure. Vous avez également le CPF de transition avec l'association Transition Pro, le conseil en évolution professionnelle, qui est un conseil gratuit qui est porté par une structure qu'on appelle dorénavant, qui s'appelle dorénavant Avenir Actif, qui accompagne les salariés sur des projets, des réflexions de projets professionnels ou de formation, et les régions qui gèrent toute la question liée à la péréquation de l'apprentissage. Un petit rappel des missions des OPCO. Donc, ils sont en charge de gérer des contrats en alternance, le développement des compétences avec le plan de développement des compétences, financer des actions de formation au travers de catalogues aussi, ou alors qui peuvent également intervenir sur des accompagnements, sur des projets RH. Donc, on est plus sur quelque chose de plus générique que la formation. Des questions par rapport à cette partie sur le budget, les dispositifs de formation? Si vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend parfaitement. Très bien. Alors, il nous reste 10 minutes. Je vais donc poursuivre avec un petit rappel sur donc, les instances représentatives du personnel. Donc, depuis 2020, il a été mis en place le Conseil social économique, hein, donc la fusion du CE et du CHSCT. Donc, ce Conseil social et économique est obligatoire pour toutes les structures de plus de 11 salariés. Et donc, ce conseil, il a pour rôle de faire des propositions, qu'il est force de proposition auprès des employeurs sur, alors, pour ce qui me concerne, les questions liées à la formation professionnelle. Il est aussi le relais d'information auprès des salariés pour pouvoir dynamiser leur formation et leur parcours respectif. Donc ça, c'est une instance qui a un avis consultatif, hein, donc l'employeur n'est pas tenu de retenir les préconisations ni de suivre l'avis. Pour autant, c'est important de les consulter de sorte qu'eux, ils puissent alerter sur des situations qui peuvent échapper ou pas d'ailleurs à l'employeur. Donc sachez que c'est une instance qui est importante tout de même, avec des consultations annuelles qui peuvent être mises en place pour des questions, pour parler d'orientation stratégique et notamment pour tout ce qui a trait à la politique sociale, de conditions de travail et de l'emploi au sein de la structure. Enfin, la dernière partie va être consacrée à l'évaluation des actions de formation. Donc, nous avons vu le plan. Votre plan, vous l'avez instauré, vous l'avez mis en place. Et ensuite, il y a cette phase finale qui est donc de pouvoir faire des évaluations au vu donc des parcours qui ont été proposés à chacun de vos collaborateurs. Donc, les prestataires avec lesquels vous allez travailler, les organismes de formation, vont bien évidemment mettre en place des évaluations à chaud, où à la fin de la formation, il va y avoir un tour de table, un questionnement ou un questionnaire qui va être adressé, donné le jour J ou envoyé pour avoir l'information quant au niveau de satisfaction du stagiaire, sur le contenu, sur
l'intervention du formateur, sur la durée de la formation, sur voilà, comment s'est déroulée globalement l'action de formation. Donc ça, c'est important que vous ayez ce retour-là, puisque votre choix de prestataire que vous ferez ultérieurement pour d'autres actions va être aussi soumis aux appréciations. Si les appréciations sont bonnes, vous aurez plus ce réflexe et cette envie de continuer de travailler avec tel prestataire que si elles ne le sont pas. Ou peut-être que si elles ne le sont pas, il y a une raison, et auquel cas, ça vous permet d'arbitrer différemment. Donc, il y a cette évaluation à chaud, mais il y a également une évaluation à froid qui est nécessaire pour pouvoir se rendre compte de l'opérationnalité, de l'efficacité de la formation et savoir si vraiment voilà, votre collaborateur qui est parti en janvier et qui termine une formation au mois de septembre, par exemple, et que vous évaluez d'une manière ou d'une autre d'ici la fin de l'année, que vous puissiez vous rendre compte si la formation a été efficace, efficiente ou pas. Donc, c'est le résultat de plusieurs échanges que vous allez avoir avec ce collaborateur qui va vous permettre donc de mesurer si les objectifs de la formation ont été atteints ou pas, ou simplement aussi son efficacité tous les jours à son poste de travail. Donc, c'est nécessaire de pouvoir prendre le temps de pouvoir faire cet état des lieux, cette remontée d'informations pour que vous puissiez ensuite mieux accompagner le collaborateur et faire des choix qui soient les plus opportuns au vu donc des projets que vous avez et des prestataires aussi avec lesquels vous allez continuer ou pas à travailler. Christelle, excuse-moi, il y Oui, avait une question sur ce que tu avais dit précédemment avant cette slide. oui, La le consultation est CSE. bien facultative pour les moins de 50 salariés, plus de 10? En interrogation. La consultation, elle est, excuse-moi, tu peux répéter? Est-elle bien facultative pour les moins de Oui. 50 salariés ou plus de 10 salariés? Alors, la consultation, elle est alors facultative. Alors, elle est quand même, elle est conseillée. Après, c'est l'avis du CSE qui va être d'ordre consultatif. Mais le caractère facultatif, il est, moi, j'aurais tendance à dire, c'est quand même nécessaire de soumettre au CSE les informations. Après, c'est plus leur avis qui va être pris en compte ou non. Mais l'information doit leur être donnée tout de même. Et vu que le CSE, l'obligation de mettre un CSE, c'est à partir de 11 salariés, donc cela s'applique pour un effectif à partir de 11. Si vous êtes moins de 11, il y a quand même des délégués du personnel dans votre structure, par exemple. Ces délégués du personnel peuvent tout à fait vous solliciter sur ces points-là. Donc, c'est nécessaire, facultatif, je ne voudrais pas utiliser ce terme, c'est nécessaire, mais avec un avis qui peut ne pas être retenu. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous arrivons au terme de la Ah, il y a une présentation. autre Ah, question, excuse-moi. Est-ce qu'on peut être oui. mis en cause si ça n'a pas fait l'objet d'un ordre du jour des réunions CSE durant l'année? Alors, est-ce que vous voulez dire si dans l'ordre du jour, il n'y a pas été question de parler, d'évoquer le cas de la formation, est-ce que cela peut être remis en cause? C'est bien cela la C'est ce que question? je comprends, mais je ne suis pas certaine, donc si c'est pas ça, oui, c'est Alors, ça, c'est ça. d'accord. Le CSE, il peut tout à fait, si vous ne le mettez pas à l'ordre du jour, il peut complètement vous demander de le faire ou demander à la direction de le faire parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cet avis qui est certes consultatif, mais pour lequel ils peuvent tout à fait vous dire, mais nous, c'est important pour nous d'avoir ce volet-là puisqu'ils ils interviennent bien sur les aspects liés à la politique sociale, emploi, etc. Donc,
ça peut être effectivement considéré comme étant alors on ne va pas parler de faute, hein, il ne s'agit pas de cela, mais les membres peuvent tout à fait vous demander des comptes sur ces aspects-là pour qu'au moins ils soient tenus au courant de ce qui se passe. Après, ils vont vous faire remonter un certain nombre de points, un certain nombre d'informations qu'ils souhaiteraient, eux, voir débattues ou sous lesquelles ils souhaiteraient échanger avec vous, que vous allez prendre en compte, enfin, auxquels vous serez attentif, mais pour lesquels il ne va pas forcément y avoir une prise en compte de votre part. Ai-je apporté la réponse? En tout cas, peut-être pas la Oui, réponse attendue, mais en tout cas, oui, c'est bon, visiblement. la marche à suivre. C'est bon, merci beaucoup. Pas de rien. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez le slide tableau de bord, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais vous pourrez directement cliquer et avoir un modèle de plan de développement des compétences avec l'ensemble des champs que l'on a vus. Donc c'est un modèle, hein, donc vous pouvez vous en inspirer, améliorer celui que vous avez déjà si tel est le cas, ou l'adopter si vous le souhaitez, de sorte que vous puissiez formaliser votre plan et permettre à vos collaborateurs de développer leurs compétences en ayant vraiment ce réflexe de prendre contact dès à présent avec vos OPCO pour pouvoir connaître les orientations et les axes de financement auxquels vous pourriez avoir accès, et le plus tôt et le mieux, parce que ce sont des fonds mutualisés sous lesquels que nous gérons. Donc, plus vous vous attendez la fin de l'année, et moins il y a de fonds. Donc, c'est important dès à présent. Nous sommes en mars, donc je pense que dans certains OPCO, c'est encore possible. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire cette démarche auprès d'eux. S'il n'y a pas d'autres réactions, questions, je vous remercie de votre attention à l'occasion de cette présentation. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires ou des informations qui ne sont pas claires a posteriori, d'en faire part à Evgenia. Et moi, je pourrais y répondre si c'est d'ordre générique. Et si c'est très spécifique, ben, vraiment, prenez contact avec vos OPCO. J'espère que vous avez les coordonnées de vos interlocuteurs afin qu'ils puissent vous accompagner au mieux. Merci beaucoup, Christelle. J'imagine qu'on pourra envoyer le PowerPoint Oui, à nos oui, connectés tout du à jour. fait. Absolument. Je pourrais te le renvoyer et tu pourras le diffuser sans aucune difficulté. Super. Alors, petit commentaire, merci beaucoup. C'était très complet et synthétique, avec un petit pouce en l'air. Ah, bon, très bien. Merci pour ce retour. Mais voilà, on parlait d'évaluation à chaud. Merci beaucoup.